me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence privée de Daniel du 26 avril 1992. Bonjour Daniel. Cette semaine, on a eu une nouvelle qui, selon les scientifiques, serait la nouvelle de tous les temps, depuis le début des temps. Le Christ est revenu? J'ai bien dit selon les scientifiques, non Ah. pas selon les religions. J'imagine que beaucoup de gens en ont entendu parler, mais pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant, on avait envoyé dans le cosmos un satellite pour prendre des readings. Pour analyser? Pour analyser justement les radiations qui sont dans le cosmos. On a remonté à 500 années-lumière de distance pour prendre différentes informations. Différentes informations. Des lectures. On a analysé ces informations-là. Cela a permis, selon la science, de déterminer, de prouver, selon certains scientifiques, que le cosmos était un très petit point, soit la théorie du Big Bang, et que, il y a 15 millions d'années, l'explosion se serait faite, et on a prouvé ça en allant 300 000 années après l'explosion, en prenant les informations qui, avec un système microwave, Micro-ondes. Micro-ondes. Et 15 millions, c'est en anglais. Ça donne 15 milliards en français. 15 milliards. D'années. 15 milliards d'années. Et puis, si on rapporte ça sur une journée de 24 heures, 300 000 ans sur 15 milliards donne minuit 1 seconde, point 7. Alors, la science, si c'est réellement effectif comme qu'ils disent, si c'est réellement réel comme qu'ils prétendent, selon eux, c'est la découverte de tous les temps. Donc, je vais juste parfaire la traduction. Oui. Alors, effectivement, avec cet outil-là, ils ont envoyé un satellite, Cosmos, qui a observé dans l'univers des radiations. Et il a observé des radiations, c'est-à-dire que jusqu'à date, on avait la possibilité, avec les télescopes et les sondes actuellement en orbite, puis un peu en voyage, on avait la possibilité, les savants avaient la possibilité d'aller voir jusqu'à près de 300 000 années-lumière, disons 300 000 ans du début du Big Bang. Donc, si on l'estime à 15 milliards d'années pour arrondir, 15 milliards, c'est 100 millions d'années, on va dire 15 milliards d'années, il pouvait se rapprocher de 300 000 ans du point zéro. Et l'autre bord de ce 300 000 ans-là, les scientifiques ne sont jamais parvenus à aller voir. Alors, ils ont envoyé un télescope dernièrement dans l'espace, dans le but de le braquer vers l'univers et d'essayer de traverser la barrière de 300 000 années pour essayer de voir la création même de l'univers, voir ce qui s'est passé. Le télescope, ils ont envoyé MIA. Donc, présentement, ils ont des petites difficultés avec lui. Et la sonde en question, Cosmos, elle, c'est une sonde qui analyse surtout des radiations. Et elle est parvenue, effectivement, à analyser des radiations au-delà de la barrière de 300 000. Donc, elle se rapproche, elle a amené à l'humain des informations qui sont extrêmement près dans le passé, des informations qui datent d'un peu plus loin que 15 milliards d'années dans le passé. Parce que la lumière étant une illusion, on peut, avec un télescope, voir le passé. C'est ce que les astronomes voulaient faire. Et la radiation, les micro-ondes, c'est de la lumière qui n'est pas perceptible par l'œil, mais c'est de la lumière quand même. Et avec cette sonde-là, ils sont parvenus à capter des informations, donc à voir au-delà des 15 milliards d'années, donc tout près du centre, du début même de la création. Alors voilà ce que tu sais. Maintenant, selon la science, cela prouve la théorie du Big Bang sans aucun doute. À cause des variations de température, j'imagine. C'est ça, en ayant analysé les radiations dont tu parles. Maintenant, la radiation dont la science parle, est-ce que c'est la vibration dont les occultistes parlent? Oui. Oui, maintenant, c'est sûr que les occultistes ont un problème. Les occultistes, et ça, c'est une chose que vous devez cesser de vivre comme problème, c'est que les occultistes, ainsi que les personnes qui s'occupent de médecine douce, de sciences naturelles ou ces choses-là, même les théologiens ont le même problème. Ce que la science n'a pas, c'est qu'on prend toujours un mot, puis on décide que ce mot-là est bon pour tout un ensemble de choses.
Par exemple, dans les médecines douces, si on se rend compte qu'un médicament guérit telle chose, on est sûr qu'il guérit tout. Si on se rend compte que l'acupuncture guérit des choses, ça guérit tout. Si on se rend compte que l'argile guérit des choses, ça guérit tout. Alors que la science, si on se rend compte que l'argile guérit des choses, ça va guérir ces choses-là, ça va arrêter là. Les occultistes ont fait la même chose. Les occultistes parlent donc, par exemple, de vibration. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vibration? Effectivement, la vibration de l'occultisme, ça a souvent trait à la radiation, disons, qui précursait, qui était là un petit peu avant la création même des soleils, ces choses-là, des atomes. Par contre, la vibration pour l'occultisme, c'est aussi l'énergie vitale entre deux êtres humains, c'est aussi l'énergie éthérique entre en contact avec la conscience, que lui appelle Dieu, ou le cosmos, etc., et lui-même. Donc, c'est effectivement la vibration. Maintenant, on doit faire attention parce qu'avec l'occultisme, et c'est pourquoi souvent, moi, j'invente de nouveaux mots, je vais créer des néologismes, des nouveaux mots, pour permettre de scientifiser, c'est-à-dire de rendre plus précise disons, la science de l'évolution de la conscience. Alors, c'est la vibration de l'occultisme, mais ça va être la vibration nirvanique, ça va être la vibration créationnelle, c'est la vibration divine, mais ce ne sont pas la vibration intuitive, par exemple. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que la vibration intuitive ne fait pas partie des radiations qui étaient là un petit peu avant la création même des structures atomiques. Alors, c'est pour ça, parce que vibration, je le répète encore, il faut faire attention avec le mot, c'est vrai. Mais lorsque l'individu est en contact avec des mémoires cosmiques, donc lorsque l'individu est en contact avec l'intelligence supramentale, par exemple, ou encore le phénomène de l'amour gratuit, le plan bouddhique, ou le phénomène de l'intentionnalité, occultement parlant, ou super ésotériquement parlant, le phénomène divin, le plan divin, l'individu est un capteur, exactement comme la sonde Cosmos, c'est un capteur de vibration, donc de radiation, qui date de certains milliards d'années. Moi, je dis, par exemple, que l'intelligence supramentale, c'est de la mémoire astrale galactique. C'est relié à notre galaxie. Ça veut dire que si on a une sonde capable de lire au fin fond de la galaxie, par exemple 200 000 années-lumière, c'est à peu près la largeur de notre petite galaxie qu'on a, bon. Alors, si elle peut lire à 200 000 années-lumière, nous, on est dans l'aileron à peu près à 30 000 années-lumière de... On n'est pas tellement loin du bord de notre galaxie. Si on est capable de lire à l'autre bout de la galaxie 200 000 années-lumière, ça va nous permettre de voir, voilà 200 000 ans, ce qui s'est passé dans le passé dans notre galaxie. Mais l'être humain qui rentre en contact avec l'intelligence supramentale a la capacité, lui, d'entrer en contact avec, on va dire, la radiation, la vibration. Il a la capacité d'entrer en contact avec la vibration et la radiation de la galaxie, radiation qui date de maintenant, ou radiation qui date du fond de la galaxie, donc radiation qui date, disons, de 200 000 ans. Mais comme la galaxie existe depuis un peu plus longtemps que 200 000 ans, l'être humain qui est en contact supramental a donc accès instantanément à une source d'information, une source d'énergie, qui est beaucoup plus volumineuse que le petit 4 milliards d'années de notre planète Terre, parce que la galaxie date de beaucoup plus longtemps que ça. Si on a maintenant un appareil, une sonde, un satellite, qui est capable de scruter en dehors de la galaxie, donc beaucoup plus loin que la galaxie, alors automatiquement, l'individu qui, lui, entre en contact avec le plan bouddhique fait la même chose que la sonde, c'est-à-dire que lui, il va maintenant être capable de lire entre les galaxies. Mais ça s'étend sur une certaine distance qui est relativement limitée. L'individu, la sonde capable de lire au-dehors des 300, disons, des 15 milliards d'années pour aller pénétrer dans les 300 000 qui sont tout près de l'éclosion de notre création, enfin de cet univers, parce qu'il y a plusieurs univers qui sont créés régulièrement. On est dans un de ceux-là. Et l'individu, la sonde qui est capable de voir de l'autre côté, a maintenant accès au plan que l'humain appelle intentionnel. L'individu qui, lui, par transport séraphique, donc par connexion de conscience, traverse sa galaxie, traverse la majorité de son univers pour aller à un point tellement loin dans le passé qu'il a maintenant accès à l'information source présente à l'époque de la création même de l'univers, bien, lui a accès du point de vue ésotérique et du point de vue occulte à Dieu. Il a accès au plan divin. Maintenant, il faut toujours faire attention avec l'occultisme. Pourquoi? Parce que l'individu peut avoir accès à Dieu, le Dieu créé à l'image et à la ressemblance de l'homme dans le monde astral, alors qu'un autre va avoir accès, lui, au phénomène supramental, donc une mémoire galactique, mais lui va appeler ça Dieu. Un autre aura accès au phénomène universel, et lui va appeler ça Dieu. Un autre aura accès au phénomène super universel, là on est tout près du principe même de la création, et lui va appeler ça Dieu. Donc c'est pourquoi avec l'occultisme, il faut toujours faire un peu attention, parce que vibration, tu en as partout, Dieu, tu en as partout, etc. Tout est vibratoire. Oui, sauf que c'est un peu comme si on dit, présentement, je vibre quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que je le vois. Non, ce que je veux dire, c'est que je l'entends. C'est toutes les vibrations. Mais tu auras compris que je le vibre par des sens vitaliques. Bon, je vibre quelque chose de particulier qui s'en vient. Paf, c'était une tarte à la crème. Mais moi, je l'avais vu. Mais je peux dire que je la vibrais.
Alors, c'est pourquoi il faut, à un moment donné, Oui. spécifier un peu, créer des spécificités pour qu'on puisse, du point de vue, tant qu'on est humain, tant qu'on est astral, tant qu'on n'est pas énergiopathe, il faut spécifier un peu plus. OK. Mais quand je dis tout est vibratoire, je ne faisais pas référence à ce que tu viens de dire quand tu dis que quelqu'un vibre quelque chose. Je parle dans l'univers, Oui. tout est vibratoire à différents degrés, différents niveaux. Naturellement, l'homme qui est l'entité la plus évoluée présentement sur la planète Terre, qui a accès à capter ces différentes vibrations à différents degrés, évolue de la même façon que tout dans l'univers, Oui. par vibration. Exact. Maintenant, si on prend une sonde qui prend des photos, qui entend des sons, qui vérifie au niveau de l'infrarouge, au niveau des micro-ondes, au niveau des ondes thermiques, et la sonde, tout ce qu'elle te dit, c'est « je reçois de l'information ». Mais tu ne sais jamais de quel ordre est l'information. Et l'homme, c'est un peu la même chose. L'homme, il reçoit de l'information, mais au niveau de ce qui va analyser l'information dans la théologie, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, il va dire « j'ai une vibration, j'ai une intuition ou j'ai un contact ». Et pour parvenir, nous, et c'est très important qu'on le fasse, pour parvenir à instruire nos égos de la lucidité de notre conscience, nous devons mettre des mots qui seront spécialisés, qui seront spécifiques, bien définis, de façon à instruire l'ego de ce que nous copions, de ce que nous recevons comme information. Alors, à un moment donné, je perçois des images. Au lieu de dire, je vibre. La sonde, maintenant, la sonde filme une planète. Sa température est de tel degré. Donc, on sait maintenant que c'est au niveau de la perception thermique. Il y a ceci, cela et cela. Nous, en tant qu'égaux humains, nous allons être capables de recevoir les informations de la sonde et de les appliquer de façon à nous donner de l'information utilisable sur cette nouvelle planète. Si l'être humain, dans son évolution, dans sa conscientisation, est en contact avec d'autres sphères, et quand on parle d'autres sphères, on parle uniquement de limites, on parle de sphères parce que c'est une chose qui, c'est totalement égal dans toutes les azimuts. Alors, on parlera donc de sphères. Il n'y a pas de limite réelle, sauf qu'on parle de sphères, c'est-à-dire que ta perception planétaire arrête à la sphère astrale, peut-être à la sphère mentale. La perception supramentale cesse à la sphère galactique. Bon, même si la galaxie est une galaxie spiralée ordinaire, on parle de sphère parce que la perception, elle, se fait, la galaxie est tournée dans plusieurs sens, la perception se fait dans un axe sphérique. Maintenant, l'individu qui a accès à plus loin, on parlera d'autres choses. C'est important qu'on place les mots uniquement de façon à instruire nos égos que nous sommes lucides. Par exemple, moi, j'ai eu un contact avec, à un moment donné, des extraterrestres. Quelqu'un d'autre dirait, j'ai eu un contact avec Dieu. Et moi, je sais que le Dieu, si on parle de Dieu comme étant l'essence même qui a engendré la création, c'est pas avec ça que j'ai eu un contact. Mais quelqu'un dirait, c'était Dieu que j'ai contacté. C'est même Dieu qui, à un moment donné, a fait une opération non chirurgicale à travers mon corps. Oui, OK. Sauf que c'est pas Dieu. Je sais ce que j'ai rencontré. Puis quand on parle d'extraterrestres, là encore, il faudrait qu'on raffine. Parce que c'est des extraterrestres à moustache, c'est pas long. Donc, quand on parle d'extraterrestres, on parle d'êtres qui ne vivent pas sur la Terre. Mais là, maintenant, on pourra encore s'amuser à les définir. Et les gens vont dire souvent, oui, mais là ça devient compliqué. Mais il y a combien de sortes d'animaux sur la planète? Il y a une chance qu'on a commencé à les définir à un moment donné. C'est sûr, c'est compliqué. Il y a combien de races de chiens? Plusieurs. On va m'acheter un chien. T'sais, on va te vendre un chien. C'est bien beau, mais tu vas acheter quoi comme chien? Alors, à un moment donné, il faut spécialiser un peu la diction, les phrases, les mots et tout ça, pour parvenir à instruire nos égos qu'on n'est pas perdus. J'ai rencontré Dieu, c'était un avion. C'était une à ma vue, c'était Dieu. J'ai rencontré un avion qui est une machine créée par l'homme. Tu peux l'adorer si tu veux, mais au minimum, au niveau de ton ego peut apprendre que toi, tu es lucide. Au niveau où l'homme est rendu présentement sur la planète Terre, de son point de vue, est-ce que lorsqu'il définit Dieu, il doit y avoir absolument l'intentionnalité dans le mot Dieu, ainsi que le pouvoir dans le mot Dieu? Au niveau de l'être nouveau, non. Mais au niveau de la planète actuellement, oui. Les plus élevés en ésotérisme, du passé comme d'aujourd'hui, en théologie ou en occultisme, même en science, exigent que Dieu soit un être intentionnel et que Dieu a du pouvoir. Ils exigent. Parce qu'ils ne peuvent pas cérébralement ni endocrinalement, donc ils ne peuvent pas psychologiquement supporter l'idée que peut-être que la création n'est pas intentionnelle, n'est pas voulu. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ils ne peuvent pas supporter non plus que Dieu peut finalement rien pour nous autres. Effectivement, Dieu ne peut rien pour l'homme. Et quel que soit l'échelon divin, ils ne peuvent rien pour l'homme. Les rares fois qu'on a eu des interventions extraterrestres dans le contexte planétaire, l'homme en a automatiquement fait de nouvelles religions.
Les extraterrestres l'ont dit à l'homme. Ils ont dit, nous ne sommes pas des dieux. Oui, oui. Puis quand ils sont partis, ben là, tout le monde savait que c'était des dieux humbles. Ils ne voulaient pas se faire passer pour des dieux. Alors, on ne peut pas, les forces divines ne peuvent pas aider l'homme tant que l'homme n'est pas rendu à un niveau où il a la capacité de ne plus colorer l'information qu'on va lui donner. Ça, ça revient. Ce qui prouve en réalité, si on prend comme base que nécessairement il doit y avoir intentionnalité et pouvoir, que au niveau même que les hommes les plus avancés présentement sont sur la planète Terre, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Okay. Si on revient à la théorie du Big Bang, ça, je ne sais pas comment le dire en français. C'est le Big Bang. Bien traduit. Est-ce que tu es d'accord avec ce que les scientifiques, les astrophysiciens, les cosmologues, les physiciens prétendent, à la lumière des nouvelles découvertes, que la théorie du Big Bang est prouvée? Bon. Non. Premièrement, le Big Bang... les astrophysiciens ont imaginé, c'est un bonhomme, un russe, bon, mais disons, les astrophysiciens ont imaginé la théorie du Big Bang, puis je m'en sers moi-même en conférence. D'ailleurs, les occultistes s'en servent, les ésotéristes s'en servent aussi fréquemment. Mais il n'y a pas eu de Big Bang. Par contre, ce qui va arriver, c'est que tout près du point zéro. Présentement, on est à, disons, 1 seconde, 7 de la création, si on décide que la création jusqu'à aujourd'hui, c'est 24 heures. Donc, on est capable de voir, on est rendu minuit, on est capable de voir à 1 seconde 27, donc minuit 1 seconde 27, la journée, 24 heures avant, donc 23 heures, etc. avant. Sauf que quand les astrophysiciens vont être capables de se rapprocher un peu plus encore d'une seconde, parce qu'une seconde, 7, c'est quand même énorme. Alors, quand ils vont se rapprocher d'une seconde, quand ils vont se rapprocher de 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, bien, à un moment donné, ce qu'ils vont découvrir, ça va être vraiment intéressant. Mais ce ne sera pas le Big Bang. Okay. Mais n'empêche que la théorie du Big Bang va être conservée, parce que la théorie du Big Bang va être capable d'expliquer d'une façon pratique la majorité de tout ce qui fait partie du contexte quadridimensionnel de l'homme. Exactement comme pendant longtemps, on savait que les étoiles étaient fixes dans le ciel et les étoiles ne bougeaient pas. Et on s'en servait pour faire le point, pour savoir où est-ce qu'on était rendu sur la planète quand on faisait de la navigation aérienne ou marine. Maintenant, on sait aujourd'hui que les étoiles qu'on voit, la majorité n'existent même plus, ils sont déjà mortes depuis longtemps, mais que leur lumière va nous parvenir encore pendant quelques milliers ou millions d'années, dépendamment de la distance de l'étoile. Donc, on sait que le ciel qu'on voit est totalement une illusion. Même si on le sait, on ne changera pas les théories planétaires de navigation parce que l'illusion est fiable et on va donc être capable de se servir encore de l'image des étoiles, même si les étoiles ne sont pas là. Parce que la mémoire de l'étoile est réelle, l'étoile ne l'est pas. Donc, quand les astrophysiciens vont être parvenus de l'autre côté, on va se rapprocher du 0.5 secondes en descendant, et ils vont découvrir des choses vachement intéressantes, mais ils n'auront pas besoin de changer la théorie du Big Bang tant qu'on va être des êtres confinés aux 4 espaces, aux 4 dimensions de l'espace-temps. OK. Présentement, avec la science, avec les radioastronomiques, radioastronomes, radiotélescopes qu'on possède, on voit l'expansion des innombrables galaxies dans l'univers. Lorsqu'ils ont remonté à 1.7, un mois et demi, ça a pris tout ce temps-là pour calculer, les ordinateurs dessinent une masse qui... la dimension de la masse avec les différentes formes de matière, différentes densités de matière qu'il y avait 300 000 ans après le supposé Big Bang. Et puis, ça expansionne constamment. Maintenant, comme tu dis... secondes, l'astrophysicien, si tu serais un astrophysicien, je te dirais, qui te dit que c'est pas dans l'avenir que tu as regardé? OK, c'est ça. Alors, la base... Tu dirais, ouais, c'est intéressant, il ne faut pas penser à ça. À ce moment-là... Je pense que c'est le passé. Oui, ce que tu dis là, tu changes totalement ma base. Bon, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Non, parce que tantôt, tu as mentionné qu'on va découvrir quelque chose d'autre lorsqu'on va arriver à 0.5 d'une seconde. Mais à 1.7, avec l'équipement radioastronomique qu'on a présentement, ça nous démontre une sphère d'une certaine dimension
avec de la matière de différentes densités ainsi que de la lumière de différentes intensités. Et naturellement, on va essayer d'aller plus loin. Pour la science, cela constitue une preuve de la théorie du Big Bang parce qu'il remonte 300 000 années un peu plus loin en imagination et automatiquement, il fallait que ça soit plus petit par rapport à la chaleur. C'est ça, parce qu'ils extrapolent. On part d'un univers en expansion et on est allé regarder, puis on a découvert un univers en contraction qui était, si c'est le passé, qui devait donc, par extrapolation, aller vers une expansion pour nous engendrer. Donc, si on extrapole à l'inverse, si c'est en contraction, ça devrait se contracter jusqu'à un moment donné où... À un point, la grosseur d'un bout de... Même pas de la grosseur, de la petitesse. Rendu là, on parle plus de grosseur. C'est ça. On parle de petitesse. De petitesse, oui. Oui. L'univers serait effectivement gros comme un pixel d'écran de télévision. À l'année zéro, là. Année 0, au point zéro. Point zéro. Ça, c'est une théorie. Okay. Et ça, c'est faux. OK. Alors, si ça, c'est faux, quand même, la radioastronomie qu'on possède aujourd'hui nous démontre quelque chose. Cela étant, ce qui nous est démontré, selon toi, c'est faux. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là qui fait cette illusion-là? Bon. La première chose qu'on doit comprendre, pour arriver à saisir ce qui va suivre, il faut bien comprendre que le temps est une illusion. Bon, c'est pas nécessaire de s'en donner un mal de tête, le temps est une illusion, donc le temps n'existe pas. La création n'existe donc pas, vu que le temps n'existe pas. Mais comme le temps existe dans la création, du point de vue de l'illusion, tout ce qui est à l'intérieur de la création existe aussi, mais toujours d'une façon illusoire. Si on part de la création de l'univers, on va en reparler tout de suite après, et on va vers une expansion. On va expliquer pourquoi. Rendu à un moment donné, les forces expansionnaires finissent par s'atténuer, diminuent, même si présentement on a l'impression que les galaxies s'éloignent de plus en plus rapidement d'un centre quelconque, les galaxies ne s'éloignent pas. C'est la courbure de l'espace-temps qui grossit. On va y revenir. Si on s'imagine que ça s'étend, que ça s'étend, que ça s'étend, à un moment donné, quand ça l'arrête de s'étendre, ça va commencer à se recontracter. Et à partir du point où ça arrête de s'étendre et que ça revient, tu as exactement le même scénario à part dans la conscience, tu as le même scénario à l'inverse. Autrement dit, les astrophysiciens ont vu le passé de l'homme et ils ont aussi vu son avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'homme, c'est de l'univers. Oui, mais de l'homme. Ils ont quand même vu leur nombril là-dedans. Parce que ça part du point de vue de l'homme. C'est ça. Mais ils ont vu donc le passé de l'univers et ils ont vu l'avenir de l'univers. Oui. Je vais dessiner ici quelque chose. On a une galaxie ici. Je vais me trouver un crayon plus convaincant. Oui. Ici, on a une galaxie et ici, on a une galaxie. Et les astrophysiciens ont constaté qu'il y avait un décalage vers le rouge, c'est-à-dire que la lumière des galaxies avait une tendance à s'éloigner. Puis je passe des détails. Donc, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ce qu'on appelle l'expansion de la création. Moi, ce que je dis, c'est que ça ne s'éloigne absolument pas. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'il y a une courbure au niveau spatio-temporel. Et la courbure spatio-temporelle, elle oblige tout ce qui va en deçà de 300 000 km à la seconde, donc la vitesse de la lumière est de 299 792,5, donc c'est un petit peu en bas de la vitesse limite 300 000 km à la seconde. Tout ce qui est en deçà, donc de 300 000 km à la seconde, est obligé de suivre la courbure de l'espace-temps. Et là, ce qui arrive, c'est que cette courbure-là a tendance présentement, elle, à s'étirer. Et plus elle s'étire, plus la lumière d'une galaxie qui suit cela prend du retard avant de nous parvenir. C'est ce qui crée l'indice de décalage et c'est ce qui crée du point de vue visuel l'illusion, parce que nous, on s'imagine que les galaxies, que le tunnel est en ligne droite. Donc, plus ça va s'éloigner, plus ça va prendre de temps la lumière avant de nous parvenir et plus elle sera décalée. Donc, on se dira donc, elle s'éloigne. Mais en réalité, c'est notre canal ici qui s'éloigne. Et j'ai déjà expliqué, je le réexplique encore, parce qu'à un moment donné, c'est intéressant que votre conscience puisse, disons, ésotérico-scientifiquement absorber ces choses-là. C'est exactement comme quand on prend un périscope. Un périscope, c'est constitué de miroirs. Et si on a un mur ici, l'individu qui regarde dans le périscope voit au-delà du mur. Mais l'individu qui ne sait pas que le périscope est un vecteur courbé de lumière
En regardant le périscope, il va être sûr qu'il n'y a pas de mur en avant de lui. Parce qu'il va en haut du mur. Alors, s'il regarde dans le périscope et il se met avancer, il va rentrer dans un mur qu'il ne verra jamais. Et c'est le problème de la conscience de l'humain, du point de vue astral, du point de vue mental, comme du point de vue des scientifiques. C'est que l'humain est sûr qu'il connaît toutes les lois, par exemple. L'humain se dit astralement, je ne peux pas être manipulé, je connais tout. Puis en appliquant les lois qu'il connaît, il se heurte toujours à des murs invisibles. Il est toujours limité. Pourquoi? Parce que l'humain n'a pas suffisamment de conscience pour comprendre que toutes ces visions font partie de perceptions qui sont contournatives. Il voit la lumière dans un périscope, mais au niveau de sa conscience aussi, c'est périscopique. L'individu qui sait que c'est courbé va être capable, à un moment donné, de faire abstraction du périscope. Et là, il va voir le mur. Le périscope, prenons l'exemple encore de la drogue, c'est la même chose. L'individu voit un mur, il ne veut pas voir de mur, il prend de la drogue, il n'en voit plus de mur. L'individu voit un mur, il ne veut pas voir de mur, il prend un périscope, il n'a plus de mur. Mais s'il avance, il rentre dans le mur. L'individu qui est drogué, qui ne veut pas voir la misère, disons, de sa vie, s'il prend de la drogue, il ne la voit plus. Mais la misère reste là. Puis en plus, il rentre dans le mur, il y aura d'autres misères après. Présentement, les scientifiques sont convaincus de voir en ligne droite la galaxie, alors que plus le périscope va s'étirer en longueur, plus ça va prendre de temps avant que l'image de la galaxie parvienne aux yeux de l'observateur, et plus l'observateur aura l'impression que la galaxie s'éloigne. Alors que la galaxie ne bouge même pas. C'est même pas nécessaire que ça bouge. Et cela se fait intergalactiquement. Ça se fait partout parce que c'est toute la structure même, la géométrie de l'espace-temps, c'est toute la structure même de l'espace-temps qui est en continuel étirement. Et pourquoi ça s'étire? C'est assez facile à comprendre. Évidemment, je sais pas. En tout cas, on peut au moins l'entendre. Ça s'étire uniquement parce qu'il y a une entrée massive d'énergie dans la structure créationnelle. Et plus il y a d'énergie, plus la géométrie est changée. Mais quand on parle d'énergie, dans l'espace quadridimensionnel qu'on appelle l'espace-temps, la hauteur, la largeur, la profondeur et le temps, il y a une loi qui s'applique là, qui dit rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée. Maintenant, ces 4 dimensions sont limitées par la gestion de la courbure spatio-temporelle. Maintenant, qu'est-ce qui gère la courbure spatio-temporelle? Ça, c'est au-delà des 300 000 km à la seconde. C'est au-delà de sa propre nature. Et là, il y a un apport continuel d'énergie, mais cette énergie-là n'est pas une énergie qui va être analysable par les structures matérielles créées dans les contextes quadridimensionnels. L'énergie qui est amenée sans arrêt à la création est une énergie qui provient des forces des mécaniques extra-créationnelles. Et ces mécaniques-là amènent ce qu'on appelle cela de l'énergie présentement. Il faudra mettre un autre mot à un moment donné, parce que cette énergie-là, elle est instantanée, donc elle n'a pas de temps. Si elle n'a pas de temps, elle n'est pas personnalisée, elle n'est pas pré- ni post-personnalisée, elle n'est pas existentielle, ni pré- ni post-existentielle. Par contre, elle a des effets sur la géométrie, sur les structures de base de la géométrie. C'est-à-dire que toute l'énergie qui peut être continuellement attirée par des consciences ascensionnelles, comme l'homme, la femme et l'enfant, l'énergie qui peut naître sans arrêt dans la création, oui, cette énergie-là, elle vient altérer le cadre de l'illusion, le cadre du mensonge cosmique. De ce fait, les astrophysiciens se font récupérer par le mensonge cosmique et ce n'est pas uniquement la perception visuelle des astrophysiciens qui va être altérée. Ça va être progressivement tous les engrammes, même les archétypes, toutes les mécaniques super-universelles, universelles, galaxiques ou planétaires, qui, normalement, ont régi jusqu'à date l'évolution théologique, ésotérique, scientifique des différentes espèces d'humanité. OK. Je vais te poser une question illusoire d'abord. Si, voilà 300 000 ans après la création, donc, il y a 15 milliards d'années. 15 milliards d'années plus 300 000 ans. Moins 15 milliards plus 300 000. Si l'ordinateur nous donne ces formes-là, qui sont illusoires, telles que tu l'expliques, qu'est-ce qu'elle va nous donner lorsqu'on aura 250 000 ans? Est-ce que la boule va être plus petite? Oui. 200 000, 150 000, 100 000, oui. Toujours à l'intérieur de l'illusion dont tu parles. Alors, si on arrive au point 000.1... Avant le point 0, ça sera plus tout petit. OK, mais avant ou au point 0? Ben, quand je dis avant, on y va à une demi-seconde près. Bon, mais allons-y à une seconde près. OK. À ce moment-là, on a un point très petit.
Ce qui va arriver, c'est que ça va être petit, 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 petit. Pourquoi tu dis ce qui va arriver quand on parle de ce qui est arrivé? Oui, mais c'est la même chose. OK. Dans le passé, vous pouvez. Hein? Si tu Ils veux. vont voir s'ils voient OK. dans le passé. Oui, c'est parce que ça complique plus. Oui, mais je ne peux pas dire ce qu'ils ont vu parce qu'ils ne l'ont pas vu. Non. Quand tu dis, disons, une seconde, Mhm. point 9, point 8, OK. point 7, OK. point Arrête 6, là. À point ben, 6. à point 5, c'est intéressant. C'est pour ça que je vais arrêter à point 6. OK. Point 6, c'est rendu gros. L'univers au complet est gros comme une balle de golf. Bon, c'est ça. OK. Espérons qu'il n'y a pas de joueurs. OK. L'univers est grosse comme... OK. Mais ça, c'est illusoire. Ou c'est réel? Ça a été réel, ça sera réel? Non, c'est totalement illusoire, mais c'est réel à partir de la vision de l'homme. À partir de la vision de l'homme, mais non pas à partir de la réalité. C'est ça. Au niveau absolu, c'est faux. Mais au niveau de la vision de l'homme, c'est réel. Point 6 est faux ou point 5 est faux? Point 6 est faux dans l'absolu, mais point 6 est totalement réel dans la vision de l'homme. Dans la vision de l'homme. L'univers d'une OK. balle de golf. OK. Si, à point 6, l'homme a déterminé ça, mais là, on prend, dans la hiérarchie cosmique, d'un autre univers, un des super-univers. Une autre création ou un autre univers? Un autre univers qui, obligatoirement, nécessite une autre création. Mais ce que je veux en venir, c'est hypothétique, c'est illusoire aussi, disons. OK, Mais juste une chose. je veux poser ma question pour... Oui, OK, mais une autre création. Une autre création où il y a un champ énergétique tellement avancé en lumière qui est vibratoirement plus élevé que notre création à point 6 et qui vient là et qui regarde, OK, d'au-delà. Comme tout ce que c'est qu'on vit, là, il est au-dessus. Albert Einstein aurait rêvé de connaître. Il est au-dessus. Il est au-dessus Oui. vibratoirement, ce qui lui permet de comprendre ce qui est plus bas vibratoirement. Donc, un observateur Alors, d'une autre création a la c'est ça. capacité de venir voir notre création à Exactement, point 6. à point 6. Qu'est-ce qu'il va voir? Et c'est ça. Rien. Il voit rien. Parce qu'il n'existe rien. On n'existe pas. Lui, il ne va rien voir. Lui, s'il est capable de sortir de sa création OK, pour venir OK. nous voir, il va voir exactement ce qui va arriver à point 5. Quand je parle de nous, toi, tu dis nous. Moi, je n'implique pas l'homme là-dedans. J'implique seulement que la lumière qui est contenue dans ce point 6-là. J'imagine que c'est de la lumière qui n'a même pas de conscience à ce De la moment-là. lumière dans le sens énergie totale, dense, oui. Dans le, c'est Mais ça. il y a même Avec pas... en potentiel. Non, l'énergie, elle est là. La lumière n'existe pas. Les photons n'existent pas, donc il n'y a pas de lumière dans le sens où on l'emploie. Il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de quarks, il n'y a pas donc de particules intraatomiques, subatomiques. Il n'y a pas d'atomes, donc évidemment. Il n'y a absolument rien d'autre que de l'énergie. À point 6. À point 6, c'est tout. Là, à point 6, il y a eu Bouillon explosion. C'est un début d'explosion. L'explosion est en marche. Ouais, l'implosion aussi. OK. À point 5, qu'arrive-t-il? À point 5, ta balle de golf recommence à grossir. OK. Point 4. Ça grossit encore plus vite que le Big Bang dont les autres parlent. Pour quelle raison c'est plus vite? Parce qu'il reste juste 3 secondes avant le point 0. Qu'est-ce qui arrive au point 0? Rendu au point 0, sort totalement de l'image de création. L'individu qui va avoir, ou la machine qui va avoir la capacité de traverser la grande barrière, la création, de traverser ça au complet, se ramasse en dehors de la création. S'il se retourne de bord après avoir traversé, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il est dans l'île du paradis? Non, ésotériquement, l'île du paradis, c'est le centre de notre super-univers. On pourra en reparler. OK. Maintenant, l'image est que l'être humain, par transport séraphique, va revenir vers le centre de son super-univers et que c'est par le centre de son super-univers qu'il va être capable, parce qu'il y a là d'immenses quantités de foyers neutroniques, disons qu'il y a des gros trous noirs, l'être humain, par transport séraphique, va être capable de traverser exactement de la même façon, va être capable de sortir de la création exactement de la même façon que si on remonterait 14,600 millions d'années
en arrière. Parce qu'il va avoir transcendé tout le phénomène, toute la hiérarchie de vibration qui s'est produite jusqu'à nous. Absolument. Okay. La grosse démarche conscientiative qui existe présentement, qui est essentielle, c'est que dans vos têtes, puis quand je parle de la tête, c'est un parallèle planétaire, évidemment, au niveau du globe éthérique, ça se fait surtout le troisième cerveau énergétique. Maintenant, dans vos têtes, ce que vous devez faire, puisque l'homme, la femme, l'enfant doit développer, c'est la capacité d'être capable d'entrer en résonance avec des énergies, avec des vibrations plus rapides que 300 000 km à la seconde de fréquence de déplacement. Autrement dit, tant que l'être humain est limité dans ses concepts, dans sa conceptualisation, dans sa compréhension puis dans sa conscience, parce que la mémoire est limitée à 300 000 km à la seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain qui n'est pas capable de vibrer à l'intérieur plus rapidement que le contexte, que la limitation de la géométrie spatio-temporelle, ne peut pas développer une conscience autre qu'une conscience mémorielle. Donc, il reste totalement assujetti dans sa démarche ou dans son ascension, il restera assujetti ou aux illusions, aux mensonges cosmiques, ou il restera assujetti à reconnaître, de par la puissance vibratoire qu'il habite, mais qui n'est pas suffisamment haute pour sortir de la géométrie spatio-temporelle, il sera capable de reconnaître l'individu qu'il peut suivre. Sauf que l'être humain qui suit un individu veut pas, à un moment donné, de toute façon, devoir éclater, se Big Bangiser lui aussi, éclater et sortir de la force quatridimensionnelle que l'on connaît actuellement. L'être humain, moi quand je parle, et c'est ce qui arrive souvent, c'est que j'explique des choses au niveau de la création, au niveau de l'extra-créationnalité, au niveau de l'énergie, des supra-énergies, au niveau des mécaniques prépersonnalisées, au niveau des choses inexistentielles, donc des choses qui sont totalement éternelles, en dehors du temps. Et là, les individus ont de la difficulté à suivre. C'est normal parce qu'ils ne peuvent pas suivre un raisonnement qui va plus vite que la quadrature actuelle de l'espace-temps. Donc, nécessairement, ils ont besoin que je ralentisse, non pas le flot de mon vocabulaire, mais le flot énergétique des concepts. Donc, ils ont besoin que je crée de nouveaux concepts en bas, des concepts qui vont maintenant être accessibles, mais qui restent un peu faux. Par exemple, j'explique l'affaire du périscope. Ça, c'est un concept que l'humain peut comprendre. Sauf que ce concept-là ne peut pas permettre à l'individu de subitement vibrer à « Ah, c'est pour ça qu'astralement, je me fais toujours ramasser. » Bon, c'est parce que je vois les choses, mais je ne prends pas conscience que je les vois à travers un périscope, quelque chose qui n'est pas droit. Et là, j'avance en ligne droite parce que je suis sûr que là, je vois clair en avant de moi, puis paf, la vie me rentre dedans, l'astral me rentre dedans. L'individu peut comprendre le principe, mais ça ne peut pas présentement être appliqué dans une efficacisation de son ascension pour qu'il puisse plus frapper le nez. OK. Quand tu dis qu'il faut que l'individu voit plus rapidement que 300 000 km à la seconde, cela veut dire, je pense, que lorsque ça se produit, c'est-à-dire, il va rendre l'invisible, c'est-à-dire l'intemporel, visible. Non. C'est ce que tu dis, je comprends. Ce que tu veux dire, c'est vrai. Ce que tu dis n'est pas vrai. OK. Explique la différence. Ce que tu veux dire? C'est-à-dire que lui va être capable d'avoir une conscience utilisable des choses qui sont au-delà de 300 000 km à la seconde. Mais il ne pourra pas les rendre audibles pour ceux qui vivent en dessous, à moins évidemment qu'il ait des natures. Il ne pourra pas les rendre visibles, à moins qu'il ait des natures, évidemment. C'était pas ce que je voulais dire, mais... Ça, je dis, ce que tu as dit n'est pas ajusté. Ce que je veux dire, l'intemporel existe. Maintenant, l'intemporel est invisible pour l'homme, qui ne va pas au-delà de 300 000. Celui qui va là en haut, il ne le verra pas plus. Mais il va pouvoir s'en servir. Pourquoi je dis que ce que tu veux dire est correct, ce que tu dis n'est pas correct. Oui. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que là, il faut avoir... C'est discutable, ce que tu dis. Non, il faut que tu aies un cerveau un petit peu plus rapide pour être capable de comprendre la nuance des mots. Parce que si on parle de l'éther, par exemple, l'éther, c'est aussi... Au niveau occulte, c'est la même chose que la table, et c'est là le problème. Parce que l'éther, ce n'est pas de la table. Et c'est pourquoi l'éther... Parce que si tu me dis, si on parle de tout, c'est la table aussi. Oui. Dans l'occultisme, c'est là le problème des mots. Parce que je parle de tout. Alors, prenez du tout et vous allez guérir de tout. Bon, mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire prenez aspirine et vous allez guérir d'une fièvre. Bon. Mais alors, il faut spécialiser les mots. OK. Ça me désappointe parce que je voulais te prendre dans un coin avec ceci. OK, disons que l'homme ne voit pas l'intemporel. J'accède à ta... À ma demande? À ton explication. Mais l'homme a construit des machines qui vont beaucoup plus rapidement que 300 000 km. Ben, ce satellite qui a pris des readings, qui a pris des lectures à 500 millions d'années-lumière, puis 500 millions d'années-lumière, puis 500 millions d'années-lumière, dans l'intérieur d'à peu près, c'est depuis 70, je pense. Alors, on parle de 12 ans. 500 millions d'années-lumière, c'est 15 milliards d'années moins 300 000 en arrière. Alors, physiquement, on dit que ces appareils ont réussi à le faire. C'est intéressant, ça, c'est intéressant. Non. Mais tu amènes quelque chose de bien. Si tu dis que je suis intéressant, pourquoi tu dis non? Non, la question, tout est intéressant. Ce qui arrive, c'est que l'être humain qui regarde 15 milliards d'années en arrière voit une photo, une mémoire qui est immédiatement présente devant lui. Oui. Lui n'a pas parcouru 15 milliards d'années. Donc, il ne se déplace pas plus que la vitesse de la lumière. Et le problème des satellites et des machines construites par l'homme, c'est que le maximum de ce qu'ils vont être capables de percevoir ne se déplace pas plus vite que 300 000 km à la seconde. Et il n'y a aucun appareil humain présentement capable d'enregistrer, de percevoir, de lire ou de mémoriser quelque chose qui est au-delà. Le maximum que ce que l'humain présentement peut, et ce que les machines humaines et l'être humain peut suivre en termes de déplacement, c'est la lumière, c'est-à-dire c'est la vitesse de la lumière. Et tout ce qui va plus vite que la lumière dans la quadrature spatio-temporelle actuelle, dans l'espace-temps actuel, même ce qui va plus vite que la lumière est confiné à aller à la vitesse de la lumière parce que c'est la limite imposée par la courbure spatio-temporelle. Même la lumière va plus vite que 300 000 km à la seconde, mais dans l'espace-temps actuel, la lumière est nécessairement confinée à un ralentissement. Et parce qu'Albert Einstein a étudié à un moment donné la vitesse de la lumière, et parce que d'autres personnages l'avaient fait avant, ils ont découvert que si tu vas à la moitié de la vitesse de la lumière, mettons tu voyages sur un train qui va à la moitié de la vitesse de la lumière par en avant, puis que tu tires un faisceau laser, ça devrait aller à 300 000 km à la seconde, plus 150 000 km à la seconde qui est la vitesse du train. Et on se rend compte que le faisceau laser reste à 300 000 km à la seconde. Si vous allez dans une automobile, à 60 km à l'heure, vous prenez une balle, vous la lancez. Bien, si vous la lancez à 10 km à l'heure, votre balle va aller à 70 km à l'heure. Les 60 000 km à l'heure de l'auto, plus les 10 km à l'heure de votre lancer. Si vous lancez votre balle à l'inverse de l'auto, vous la lancez à 10 km à l'heure, puis l'automobile va à 60 km dans ce sens-là, ta balle va aller à 50, c'est-à-dire le 60 moins le 10 que tu as lancé. Mais si c'est avec de la lumière, si tu tires dans la direction où tu vas, ça reste à 300 000. Mais si tu tires dans la direction opposée, ça reste à 300 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière peut aller plus vite que 300 000 parce qu'elle est capable de radditionner ce que tu viens de lui ôter par ton déplacement dans une direction. Ça, les savants ne se sont pas encore rendus compte de ça. Alors, présentement, la machinerie humaine ainsi que l'homme, à part le troisième cerveau, n'est pas capable d'analyser ou de percevoir des déplacements plus rapides que 300 000 km à la seconde. Même s'ils sont capables de voir, à travers le temps, des photographies qui sont présentement là. Okay. Ça serait parce qu'ils peuvent voir, comme tu dis, à travers le temps, mais ils n'ont pas la faculté de voyager dans le temps. Exact. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu as amené, pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est quand vous prenez un télescope, vous faites affaire avec des lois qui n'ont pas encore été remarquées par l'être humain. Et c'est-à-dire, c'est Jacques qui vient de me les faire remarquer. Et quelle que soit la sonde, comment pouvons-nous regarder une photo? On va dire une photo. Hein? Quand vous prenez vos yeux, vous regardez un oiseau. L'oiseau est tellement loin que vous ne le voyez pas. Si vous prenez un télescope, l'image de l'oiseau est immédiatement en avant de vous. Donc, on pourrait considérer qu'instantanément, tu t'es déplacé jusqu'à l'oiseau. C'est ce que tout à l'heure Jacques voulait dire. Si, en un mois, je suis capable de voir à 15 milliards d'années,
ça veut dire que ça m'a pris 1 mois pour faire 15 milliards d'années à la vitesse de la lumière. Donc, je vais motaditement plus vite que la vitesse de la lumière. Mais en réalité, non. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que juste grâce au foutu télescope, c'est un peu comme quand à un moment donné, Newton puis d'autres ont joué avec des prismes, ils ont découvert des choses, déjà des petits maudits prismes. Mais avec le télescope, on peut s'amuser. Quand vous prenez un télescope, vous utilisez des mécaniques qui font partie de la structure même du mensonge cosmique, donc de l'illusion. Et là, vous avez la capacité d'obliger une mémoire. Je vais essayer de... Il faudrait que je crée des hologrammes, ça va venir. Mais des fois, ça dégoûte, hein? Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on l'écrit. Mais présentement, avec tes yeux et avec ton télescope, pas de télescope, tu vois le verre. Mais l'image du verre est aussi en gros plan rendue en avant de tes yeux. Hein? Parce que la lumière, elle a la capacité, plusieurs choses au niveau de la lumière qui sont intéressantes, que souvent l'humain ne voit pas. La lumière frappe le verre ici, oui, bon, on va dire le verre. La lumière frappe le verre et elle est réfléchie, elle va vers ton œil. Mais quand vous prenez une lampe de poche, quand vous l'allumez, les faisceaux lumineux partent dans toutes les directions. Alors, si la lumière qui frappe le verre part dans toutes les directions, on ne devrait pas être capable de voir le verre dans son intégralité. On ne devrait pas le voir au complet. Il y a un processus intéressant qui fait que la lumière, même si elle part dans toutes les directions, et elle part dans toutes les directions parce que vous voyez le verre et Jacques voit le verre, et moi je vois le verre, mais il m'en manque aucun bout. Exactement parce qu'il y a un effet conique où toute la centricité du verre, toute l'image du verre concentrée, est dans un cône amené à mon œil. Mais si je me tasse, il y a le même cône. Puis si je me tasse, bien, il y a encore le même cône. Donc, l'image du verre, elle est non seulement envoyée partout en même temps, mais en plus, elle est envoyée concentrée partout en même temps. Et ça, ce n'est pas un effet de la lumière, c'est un effet de la géométrie spatio-temporelle. Maintenant, le verre lui-même est aussi, dans son image, envoyé dans sa vraie grandeur à ton œil. Sauf que, présentement, la structure actuelle des corps physiques ne permet le décodage que du cône rapetissé, donc ce qui fait que plus c'est loin, plus ça va être petit, que du cône rétréci du verre. Quand tu prends un télescope, tu as subitement la possibilité de voir non plus l'image conique et rétrécie, mais tu as la possibilité de voir une image conique beaucoup moins rétrécie. C'est ce qui donne l'idée à l'humain qu'il peut aller voir plus loin, comme s'il était plus près, ou comme si le verre était plus près. Et ça permet donc à un être humain de se déplacer apparemment. Il a l'accès, c'est que la photo du petit verre, vous voyez le petit verre, il est quand même petit à votre distance. La photo du petit verre est exactement présentement en avant de votre œil. Mais la photo du grand verre est aussi en avant de votre œil. Mais parce que la gestion actuelle des corps physiques ne permet de voir qu'une seule des deux images, celle du cône rétréci, vous verrez donc le verre loin. Et ça permet à l'humain, et c'est intelligent que l'humain se bâtit comme ça permet à l'humain d'analyser, grâce à ses deux yeux et à leur courbure pour aligner une distance, pour aligner un verre à la distance, ça permet à l'être humain d'avoir une image cérébrale de la distance matérielle illusoire, mais ça permet à l'humain de se créer une image de la distance entre ce verre-là et le pot, et l'autre personne, et l'autre personne, et l'autre personne, en fonction de comment mes yeux doivent s'ajuster les deux ici pour pouvoir voir clairement. Bon. Maintenant, l'image est progressivement, le télescope te permet de jouer un peu là-dessus. Quand tu prends un télescope, la distance, tu ne peux plus savoir. Même avec une paire de jumelles, on a beau avoir nos deux yeux, la distance devient faussée. En réalité, c'est parce que notre cerveau devrait se réadapter à une nouvelle évaluation des distances. Mais là, avec tes jumelles, avec un télescope, avec tout ce qui nous permet de voir l'autre image, on joue avec les mécaniques spatio-temporelles. Et c'est exactement en jouant avec ces mécaniques-là que l'être humain, dans quelques temps, va avoir la capacité de courber l'espace-temps. Donc, de sacrer son temps et de laisser l'apocalypse à ceux qui voudront bien en avoir une. C'est intéressant parce que scientifiquement, quand on prend un télescope, c'est exactement ce qu'on fait. On fait comme si on passait par l'espace-temps, par l'hyperespace, et on allait voir quelque chose d'autre. Parce que dans l'idée astrophysique, l'hyperespace, c'est un endroit qui n'existe pas dans la création, et si l'humain peut y avoir accès, il peut, en 1 heure, se déplacer comme s'il peut se déplacer, disons, sur 1 milliard d'années. Donc, il va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière.
Mais en réalité, c'est l'idée de la science-fiction. Avec un télescope, c'est exactement ce qu'on se fait. Le télescope, au lieu d'être un périscope, lui, il sort carrément de la quadrature actuelle au niveau des dimensions et il s'en va se bouquer ailleurs. Le télescope n'étant pas parfait, il n'est pas capable d'aller se placer exactement en avant de la source. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable, en réalité, il ne va pas en avant, mais il n'est pas capable d'interpréter l'image dans sa grandeur réelle d'une chose qui est très loin là-bas, dans le temps. C'est un peu comme la télévision. Ouais. Mais la télévision reproduit, avec quelques fractions de seconde, une image réelle. À 300 000 km à la seconde de déplacement. Et c'est pourquoi, ça. à 300 000 km à la seconde, ça va. En haut de ça, l'humain ne peut pas présentement, mais effectivement, avec un télescope, une simple paire de jumelles, l'humain peut. Okay. J'aimerais revenir à pas 300 000 ans, là 15 milliards d'années, mais 350 000 ans. Après la création. C'est ça, là 15 milliards d'années. À ce moment-là, l'univers était composé, c'est-à-dire que, une autre question avant ça, est-ce que les galaxies, les innombrables galaxies qu'on voit aujourd'hui, qui nous donnent l'impression par rapport à la courbature du temps, comme tu expliquais, qui nous donnent l'impression... La courbure du temps, courbature. Courbure du temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview. Après, là, oui, je sais. Quand l'homme aura fini, l'univers va être courbaturé un peu. Mais c'est la courbure. OK. L'impression que, avec la courbure, disons l'explication de la courbure que tu nous as donnée, qu'on a l'impression que les galaxies s'éloignent. Est-ce que le 15 milliards d'années plus 350 000 ans, est-ce que les galaxies étaient au même point qu'elles sont présentement? Il n'y avait même pas de galaxies. Elles n'étaient pas formées. Il n'y avait même pas d'étoiles. Elles n'étaient pas formées. Non plus. OK. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Bon, du point de vue astrophysique ou du point de vue ésotérique? Du point de vue astrophysique, pour commencer. Il y avait de l'énergie et il y avait... On va laisser faire le nombre d'années, là, on ne sera pas trop précis, parce que si ça n'a pas changé, il faut que tu reposes la question 50 000 ans plus tard, ça devient niaiseux. Oui, oui. Alors, à un moment donné, il y avait une espèce de bouillon de culture, c'est-à-dire qu'il y avait des particules de matière, des particules d'antimatière, et les deux s'annihilaient au fur et à mesure qu'elles se rencontraient. Quelque temps après, on a uniquement des neutrinos, on a l'apparition progressive des photons, des médiateurs de lumière. On a l'apparition progressive des gravitons, médiateurs de la gravité. On a l'apparition progressive de ces choses-là qui vont des quarks. Tu vas trop vite, là. Effectivement, je suis rendu. Là, tu es rendu à 500 000 années ou 1 million, je ne sais pas trop. Parce que ce que je voulais savoir, à 350 000 ou à 400 000 années, la matière qu'il y avait... La matière n'existe pas. Alors, tu as dit qu'il y avait de l'antimatière et quelle était l'autre? Bon, on parle de matière et d'antimatière. C'est des termes d'astrophysique, mais ce n'est pas de la matière. Pas de la matière dans le sens où tu l'entends. Des particules subatomiques. Si pour toi... OK, bon, ben, la particule subatomique, est-ce que sa composition était l'antimatière? Non. Quelle était-elle? Sa composition, la composition des particules subatomiques, c'est uniquement de l'énergie, selon des formes matérielles, disons des formes, on parle de matériel dans le sens créationnel, disons, c'était de l'énergie selon des formes créées différentes. Mais c'est uniquement de l'énergie. C'était comme aujourd'hui. Non, mais il y en a aujourd'hui. Les formes, des particules subatomiques, les quarks, vont s'associer ensemble et ça va engendrer progressivement les particules subatomiques, qui, elles, vont s'associer ensemble pour engendrer progressivement les électrons, les neutrons, les protons, puis d'autres mécaniques du genre. Et ces particules-là, beaucoup plus tard, vont s'associer pour former des atomes. Hydrogène pour commencer, hélium par la suite. Puis à un moment donné, à travers l'explosion de supernovas, il y aura accrétion à un moment donné de particules galactiques, ça va engendrer des soleils. À un moment donné, certains soleils vont exploser, et là, on aura, dans le foyer des supernovas, la création de d'autres molécules jusqu'au fer, aller jusqu'à toutes les molécules que l'on connaît aujourd'hui, et par la suite, à travers des périodes de refroidissement, là, on est à 15 milliards d'années plus tard, donc tout près d'aujourd'hui, où on aura progressivement l'apparition de la matière, finalement de la matière organique. OK. À quel moment, je vais aller plus direct avec ma question, là, à quel moment les
les hiérarchies cosmiques de notre univers, quand je dis cosmique, apparaissent. Bon. Alors, astrophysiquement, le 350 000 ans après la création, on a un bouillon. Ésotériquement, 350 000 ans après la création, qu'est-ce qu'on a? On va revenir dans la deuxième partie, parce qu'on n'aura pas le temps de jaser de ça là. Et c'est très intéressant. Il faut que tu reviennes exactement là-dessus. Je ne l'oublierai pas. Parfait, parce que là, je m'en ai levé pour dessiner, mais de toute façon, il doit nous rester quoi, 2-3 minutes? 5 minutes, alors on va y revenir après. OK. Alors, s'il reste 5 minutes, la découverte de cette semaine, ce qui a été un peu cocasse, c'est que les journalistes américains, les grands journalistes américains qui, habituellement, lors d'une découverte scientifique quelconque, soit en médecine ou en d'autres domaines, lorsqu'ils interviewent les scientifiques, ils sont plus émerveillés que les scientifiques eux-mêmes, qui sont toujours très, très, très mentales, ainsi de suite. Les journalistes sont contents de la découverte. Et cette semaine, les grands journalistes américains qui interviewaient les astrophysiciens, et ainsi de suite, étaient très, très, même si ce sont des gens habituellement très mentales, étaient très terre à terre devant l'émerveillement des scientifiques. Il semblerait qu'au niveau de la science, que c'est à ce niveau-là qu'on appelle ça la découverte de tous les temps, ça semble pratiquement, pour plusieurs, c'est indéniable que c'est la théorie du Big Bang qui vient d'être confirmée. Une des questions qui a été posée plusieurs fois cette semaine à ces scientifiques a été qu'est-ce qui va arriver avec la science et la religion? Qu'est-ce qui va arriver à Dieu quand on va savoir ce qu'il y a de l'autre côté? Non, mais ils n'ont pas été à ce point-là. Là. Mais disons que si tu lis la Bible comme tu as déjà fait quand tu étais jeune, tu vas t'apercevoir que c'est pas la théorie du Big Bang. Et puis... il y a une grande différence. Alors, c'est ça à quoi je voulais faire référence, Daniel. C'est-à-dire, ma question a 2 ou 3 volets. Qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Et puis, est-ce que ça coïncide avec cette découverte-là, même si elle est illusoire, tu la qualifies d'illusoire, donc ça pourrait être discutable, on pourrait aller plus loin, mais on va s'en tenir à ça. Même si elle est illusoire, la planète vit dans l'illusion. OK? Alors, la planète va aller avec ça. C'est-à-dire, va être obligée de vivre avec. Pas qu'elle va aller avec, mais elle va être... C'est un fait reconnu. On approche de la fin du christianisme. On approche de la fin d'un paquet de religions. Et les religions qui vont se maintenir encore un bout de temps sont les religions qui ont déjà condamné la science comme étant les voies de Satan. Alors, il y a l'islam, et il y a évidemment des sectes religieuses caractéristiques catholiques dans le sens universel, disons chrétiennes, qui ont condamné déjà la science. Autrement dit, il y a énormément de vieux phénomènes. On approche effectivement, ça c'est un exemple réel, parce que c'est plus juste l'ésotérisme qui, à un moment donné, va réveiller la conscience des religieux. La science, progressivement, va aller fouiller carrément dans le nombril de Dieu, pour découvrir que finalement le nombril de Dieu est identique à un pot rose. Alors, quand ils vont découvrir le pot rose, les savants, ça va créer un remous au niveau des religions et ça va faire en sorte qu'on ne pourra plus exiger puis imposer aux fidèles les mêmes choses qu'avant, parce qu'on va falloir absolument que les religions deviennent mentales, il va falloir pour que les religions survivent ou que les religions fassent la guerre avant d'être anéanties, ce qui est d'ailleurs l'image même de l'Apocalypse. Effectivement, si le pape a lu ça dernièrement dans les journaux ou à la télévision s'il l'a vu, il doit se demander, bon, j'ai-tu bien fait de dire qu'il ne fallait pas que les femmes se fassent avorter, alors qu'on est en train de découvrir que Dieu n'a peut-être pas laissé de loi du tout. Alors, c'est sûr que ça va créer, ça va faire ce que ça doit là à faire. Les alliances, les alliés involontaires et inconscients, il va en avoir de plus en plus qui vont s'associer au phénomène de la conscientisation parce qu'à travers la science, même à travers la religion, de plus en plus, ils vont être obligés d'abdiquer. C'est donc dire que cette découverte-là peut être un point tournant dans la conscientisation de la planète Terre. Ça va être un point tournant dans l'évolution de la planète Terre. Parce que la conscientisation, elle se fait sans preuve. L'évolution s'est faite aussi sans preuve, évidemment, par la foi. Ce
ce que je veux dire, c'est que l'être humain conscient est branché. Vu qu'il est branché, on vient de vous, comme je disais tout à l'heure, on m'annonce dans les journaux qu'effectivement l'été va bel et bien finir par arriver. Ah, c'est peut-être la nouvelle de l'année, mais moi personnellement, ça ne me dérange pas parce que j'ai l'impression que je vis au-dessus. Ce qui va arriver, c'est qu'effectivement c'est qu'il y a énormément d'individus qui, dans l'évolution, vont être confrontés à une désillusion des dieux. Donc, il y aura des chocs que certains ont déjà connus. Et il y en a d'autres qui vont, à cause de leur ajusteur psychologique, vont s'arranger à cause de la mentalisation et de l'intellectualisme, vont s'arranger pour tout déformer l'information ou pour carrément la rejeter, l'excommunier, c'est-à-dire la rendre hérétique. C'est Satan. Et là, on va rentrer en guerre contre tous ceux qui veulent supporter les visions scientifiques parce qu'ils viennent totalement détruire les visions traditionnelles. Alors, on fait une petite pause et puis on revient avec. Merci.